Je suis Jean-Luc Aubert, je suis psychologue. J'ai commencé mon activité professionnelle en tant qu'enseignant. Ensuite, j'ai été psychologue scolaire pendant une vingtaine d'années. Et depuis 10 ans environ, j'ai une activité de psychologue clinicien. Et parallèlement à ça, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, plus d'une douzaine, qui sont parus chez Albin Michel, chez Odile Jacob. J'en ai 2 ou 3 ici. Le tout dernier, donc, qui s'appelle Mon ado et moi, qui a été écrit chez Odile Jacob. Quelques autres également. Ça, c'est les 7 piliers d'éducation chez Albin Michel. Et puis, celui-ci a une particularité, parce que la plupart de mes ouvrages ont été traduits en plusieurs langues. On ne peut pas avoir un son qui se suit. Et la plupart ont été traduits en plusieurs langues, et celui-ci a été compris en coréen. Celui-ci a été traduit, ça fait 2 ans, en chinois. Donc, si un chinois sur 10 achète mon ouvrage, l'année prochaine, il viendra regarder en jet. On est malade pour l'instant. Donc voilà. Oui, une chose importante également, donc, dans mes activités diverses et variées, je fais pas mal de conférences, je fais de la radio également, des chroniques sur France 2 tous les 15 jours, les mardis matin. Et puis depuis 2 mois, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Je suis donc directeur de chaîne. Bien, c'est un beau titre. Enfin, c'est une petite chaîne pour l'instant, elle s'appelle Question de Psy avec un S, si vous voulez aller voir. Question de Psy avec un S. Vous savez que les psys se posent beaucoup de questions, donc voilà, on essaie de répondre à quelques-unes d'entre elles. Donc le propos d'aujourd'hui, on va parler des adolescents, et donc qu'est-ce qui amène l'adolescent, qu'est-ce qui cause l'adolescence, pourquoi, comment, à quel moment ça se passe, à quel moment ça se termine, éventuellement, je dis ça pour les parents d'adolescents qui écoutent, qui sont impatients de voir que ça se termine, et bien qu'il y en ait quelques-uns. Et puis ensuite, on verra, on parlera des repères des adolescents. On parlera, il y a 7 repères en tout, j'en ai identifié 7, mais on n'en parlera que de 3, parce que lorsque Aline m'a précisé le temps qui m'était imparti de 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure, c'est très frustrant. Voilà, vous n'aurez que 3 repères sur 7 pour vous frustrer un petit peu, c'est pas le seul. C'est une bonne idée. Mais d'abord, on va commencer par parler de 2 concepts fondamentaux, une petite révision sur les concepts d'inconscient et de pulsion. Oui, comme ça. Comme ça, super. Et je bouge du tout, c'est très inconfortable. Après, je tombe. Hein. Donc, c'est un peu plus réifiant. Bon, alors l'inconscient. Donc l'inconscient, il faut savoir que l'inconscient, c'est la mémoire du corps. Retenez cette formule parce qu'elle est hyper importante. L'inconscient, c'est la mémoire du corps. On va l'expliquer de façon très concrète. Est-ce que vous avez des souvenirs antérieurs à vos 4 ou 5 ans? La plupart d'entre vous n'ont que 2 ou 3 souvenirs antérieurs à vos 4 ou 5 ans. Ça, c'est la mémoire que l'on peut évoquer. Lui, l'inconscient, c'est la mémoire du corps, c'est celle qu'on ne peut pas invoquer, mais qui existe. Je vais l'illustrer à travers un exemple très très simple et très concret, vous allez voir. Imaginez-vous un instant, voilà, soyez attentifs à cette chose-là, imaginez-vous un instant un bébé qui est dans son berceau. Le bébé est dans son berceau, tout va bien, il dort, tout va bien pour lui. Il est réveillé le matin par le roucoulement des pigeons sur le toit de la gouttière. Une sensation de déplaisir. Pendant ce temps-là, ces 5 sens fonctionnent. Hein. Le bébé, tout va bien. Sensation de déplaisir, il est réveillé, donc il va pleurer. Si ça se passe une fois, pas de problème. Ça se passe 3, 4 fois, sensation de déplaisir associée au roulement des pigeons. Alors, il n'a pas l'intellect pour dire ce sont les pigeons qui m'embêtent sur le bord du toit, mais il entend ça et la sensation perdure. Si ça se prolonge quelques semaines, il va associer de façon tout à fait inconsciente, son corps va intégrer la sensation de déplaisir au roucoulement des pigeons. Et ultérieurement, on s'étonnera pourquoi il peut avoir peur des pigeons ou du roucoulement des pigeons. Il ne s'en souviendra pas intellectuellement, mais son corps, lui, s'en souviendra, parce que ses 5 sens auront fonctionné. À travers ces 5 sens, tout ça, il l'aura ressenti. Ça vous parle pour l'instant? Oui. Bon, très bien. Mais il faut savoir que l'inconscient est pervers, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, imaginons qu'au moment où il est réveillé, son regard tombe, sa sensation, son regard tombe sur la couleur jaune du mur. Il peut très bien associer la couleur jaune à la sensation de déplaisir. Et plus tard, il peut se dire, ah ben, j'aime pas du tout le jaune, sans savoir pourquoi il n'aime pas le jaune, mais parce que simplement la sensation de déplaisir a été associée au jaune. Imaginons que dans le même, soit autre chose, un autre sens qui soit sollicité, qu'il entende un bruit particulier ou qu'il sente quelque chose de particulier à ce moment-là. À ce moment-là, son corps va enregistrer la sensation de déplaisir et va l'associer à quelque chose qui n'a rien à voir avec la cause initiale. C'est pour cela que l'inconscient, c'est la mémoire du corps. Alors vous avez des symptômes de votre inconscient au jour le jour. Quand vous utilisez l'expression « c'est plus fort que moi »,
Hein, quand on dit c'est plus fort que moi, ben, c'est toujours votre inconscient qui parle. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations, certaines réactions que vous avez à un moment donné, et vous dites, j'ai pas pu m'en empêcher, ça a été plus fort que moi. C'est votre inconscient qui parle. Une autre illustration à travers la colère. La colère est une illustration typique de l'inconscient. Alors, il vous arrive certainement de vous être en colère. Jamais. Voilà, il y a quelques mythomanes dans la salle, je le savais, on en y a Donc, il vous arrive de vous mettre en colère. Alors, ça peut être la colère spectaculaire, la colère plastique même, mais ça peut être aussi une colère froide. Et la colère, c'est typiquement une manifestation de l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe au moment de la colère? Ben, au moment de la colère, c'est un regard, un mot, une parole qui vient gratter sur une blessure psychique inconsciente. Et les blessures psychiques existent au même titre que les blessures physiques. C'est une blessure psychique mal cicatrisée qui est activée ou réactivée par un mot, une parole, une situation. Et si on vient gratter sur cette blessure psychique, forcément, ça génère des réactions violentes. La colère est une manifestation de l'inconscient. Autre phénomène, par exemple, vous pouvez dire si, pendant votre enfance, vous êtes embêté par quelqu'un qui portait un blazer pendant une année, par exemple, et vous a cassé les pieds, vous allez dire, ce type-là, je ne peux pas le sentir. Parlons de moi, bien sûr. Hein. J'y suis pour rien, mais simplement, vous allez associer l'idée du blazer à quelque chose de déplaisant. Mais votre mémoire ne fonctionnera pas, vous ne vous en souviendrez pas, mais votre corps, lui, s'en souviendra. L'inconscient, c'est la mémoire du corps. Il faut savoir que ça fonctionne, je vous le dis à vous, qui êtes des professionnels, et on l'oublie quelquefois, ça fonctionne dans toutes les relations. Hein, quelquefois, il vous arrive de rencontrer quelqu'un, puis vous dites, bah, c'est bien, je n'aime pas sa tête, je ne peux pas le sentir, ou cet adolescent-là, véritablement, il m'énerve. Et ben, c'est que cette situation-là, cette personne-là, est active ou réactive chez vous, une blessure psychique inconsciente. Donc il faut savoir de façon évidemment Alors quelquefois, en particulier pour ce qui concerne les situations de colère, ce sont toujours les mêmes situations, les mêmes actes, les mêmes mots, les mêmes paroles, les mêmes personnes qui vous mettent en colère. Ben, il faut gratter derrière, savoir ce que ça cache ou ce que ça récèle, de façon à pouvoir les apprivoiser et prendre un petit peu de distance par rapport à cela. Et j'étais clair. J'ai oublié de vous dire une chose importante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça me permet de boire une gorgée d'eau déjà. Et puis ensuite, on évite les questions à la fin qui sont toujours un petit peu fastidieuses. Alors si vous avez dès maintenant des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Monsieur Cablan, toujours est très efficace. Bien. Alors ensuite, la question des pulsions. Alors, autre concept fondamental. Donc, l'inconscient, donc ça fonctionne tout le temps au quotidien, c'est véritablement, ça mène nombre de nos actes, de nos interactions avec les uns avec les autres. Et il faut savoir qu'il fonctionne et qu'il fonctionne à plein temps. Hein. Le plus fort que moi, c'est Freud qui avait parlé des trois entités, le ça, le moi et le surmoi. Le plus fort que moi, c'est l'inconscient. La notion de pulsion maintenant. Vous savez que Freud, lui, a énuméré 5 pulsions. La pulsion orale, que vous venez de satisfaire là, tout de suite maintenant. La pulsion anale, ça j'en sais rien, et la pulsion sexuelle qui nous concerne tous et qui vous permet à vous et comme à moi d'être ici, l'heureuse pulsion sexuelle. Il y en a 2 autres qui sont importantes également, c'est la pulsion épistémophilique et la pulsion homéostasique. J'aime bien utiliser des mots comme ça, ou à repas, parce que vous dites de quoi il nous parle. La pulsion épistémophilique, c'est il faut savoir que les pulsions, ce sont des entités psychophysiologiques, c'est pas quelque chose d'abstrait. Hein. C'est Freud qui en a parlé pour la première fois, donc on a tendance à mettre un concept abstrait derrière le concept de pulsion, mais ce sont des entités psychophysiologiques bien concrètes, génétiquement préprogrammées, qui poussent l'individu à satisfaire ses besoins. On revient pulsion orale, pulsion anale, pulsion sexuelle. Tout ça, effectivement, elles sont nécessaires à la survie de l'individu ou à la survie de l'espèce. Alors, ces 2 autres pulsions, c'est la pulsion épistémophilique et la pulsion homéostasique. Alors, la pulsion épistémophilique, c'était du domaine du docteur Caput, c'est pour ça que je ne vais pas empiéter sur son domaine, mais ça concerne le besoin d'autonomie de l'enfant. Et ce besoin d'autonomie de l'enfant qui l'amène à maîtriser son corps, à maîtriser son environnement, l'amène à faire un certain nombre de gestes, d'activités, de poser des questions, etc., etc. Tout ça, il le fait spontanément, naturellement au quotidien, y compris à travers le jeu. Et tout ça va l'amener à devenir autonome. Il a besoin de devenir autonome pour ne plus être dépendant de ses parents. La pulsion homéostasique concerne toutes les notions de chaleur, température, maladie, etc. Il a besoin aussi que son corps retrouve une certaine homéostasie, un certain équilibre intérieur. Et quand il y a un déséquilibre, il l'exprime à travers des pleurs, des manifestations pour qu'on réponde à ce déséquilibre-là. Donc voilà. Alors, si je parle des pulsions, c'est que la pulsion sexuelle, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, c'est la pulsion sexuelle qui est à l'origine de l'adolescence. C'est elle qui est à l'origine de l'adolescence. Elle va pousser
L'adolescent, alors c'est inconscient hein, toujours, hein, c'est-à-dire l'adolescent ne décide pas un jour et dit je vais dire adolescent, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est inconscient, son corps le pousse, à travers sa pulsion, à chercher un partenaire sexuel. Alors je rassure tous les parents d'adolescents de 10-11 ans, c'est pas tout de suite, hein, il va pas chercher ce partenaire sexuel tout de suite, mais ça viendra, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et cette poussée vers l'extérieur va l'amener à chercher des repères à l'extérieur de la maison. Il va remettre en quelque sorte les repères qu'il a acquis à la maison de côté. De côté, ça ne veut pas dire qu'ils seront exclus, bannis, terminés. Souvenons-nous de la conscience, tout ça a bien fonctionné. Il va mettre de côté ses repères intérieurs pour chercher des repères à l'extérieur de la famille. Alors quand est-ce qu'elle commence cette adolescence? Ben moi, je faisais un constat quand j'étais psychologue scolaire. J'observais y compris les enfants dans les cours de récréation, et j'observais que dans les cours de récréation, jusqu'au CM2 à peu près, garçons et filles jouaient chacun de leur côté. Quelquefois, ils partageaient des jeux, mais la plupart du temps, chacun avait ses jeux de son côté. Et au 3e trimestre du CM2, on voit les garçons qui commencent à courir après les filles. Hein, maladroitement, ils chahutent, etc. Donc, l'adolescence commence au 3e trimestre CM2. Un peu plus tard pour certains, c'est pareil, là aussi il n'y a pas de règle absolue. Donc voilà pour ce qui concerne l'adolescence. Alors le problème, c'est les conséquences de cet état de fait. Le fait qu'il soit poussé vers l'extérieur et chercher des repères à l'extérieur, ça le met dans une situation d'entre-deux. Il remet en cause les repères de la maison et il recherche des repères à l'extérieur. Mais forcément, il est dans l'inconnu par rapport à ça. Et comme il est dans l'inconnu, il est anxieux. Tous les adolescents sont anxieux. Ils le sont tous. On l'est tous d'une façon générale, mais tous les adolescents le sont. Alors maintenant, certains le sont plus que d'autres, bien évidemment. Tout dépend de leur histoire antérieure en particulier. Mais tous les adolescents sont anxieux. Et cette anxiété-là se traduit par les premiers signes de l'adolescence. Les premiers signes de l'adolescence, si vous êtes parents, vous les connaissez bien. C'est l'irritabilité, la nervosité, les sauts d'humeur, il vous répond mal, il vous envoie promener. C'est véritablement cette voix-là qui change, ce comportement-là qui change et qui montre que ce sont les premiers signes de l'adolescence. Vous connaissez ça, hein, c'est véritablement ça. Donc, mais là, il peut y avoir un malentendu. Et c'est à l'origine du premier malentendu, parce qu'on considère, les parents considèrent que c'est de l'agressivité de la part de l'adolescent. C'est plutôt l'expression d'un malaise. L'expression d'un malaise. Mais l'expression de malaise se trouve confrontée à une autre anxiété, c'est celle du parent. C'est-à-dire que l'adolescent devient anxieux, mais le parent aussi, parce que jusqu'à présent, il maîtrisait bien le petit garçon, la petite fille, jusqu'à présent, il connaissait bien, il savait comment ça marchait, il avait trouvé le mode d'emploi, tout allait bien. Et d'un seul coup, il faut tout changer. Et là, ça perturbe le parent. Alors, il y a l'anxiété de l'adolescent qui répond à l'anxiété du parent. Et se passe ce que j'appelle le phénomène d'angoisse interactive interférente, c'est-à-dire que l'angoisse de l'un interagit sur l'angoisse de l'autre, et ça interfère totalement sur la relation. Et à ce moment-là, quand il y a ces angoisses interactives interférantes, ça peut donner des choses assez violentes, hein, parce que ces deux anxieux entre eux, effectivement, ne se rassurent pas, au contraire, ça peut nous faire monter des choses un petit peu de l'ordre de l'agressivité. Donc là aussi, il faut le savoir. Hein, il faut savoir que quand on est parent d'adolescent, ou quand on est même un adulte, parce que ça peut arriver avec d'autres adultes, même si c'est moins évident, et que ce ton de voix-là n'est pas le synonyme d'une agressivité réelle, c'est plutôt l'expression d'un malaise. Donc il faut le prendre comme tel. Donc quand on est parent, si vous voulez, on prend un peu de recul, on va lui dire tu ne parles pas comme ça, je ne te parle pas comme ça, ou tu t'entraînes, etc. Voilà, des petites choses comme ça qui vont permettre un petit peu de désamorcer ces situations de crise. Vous me dites quand je risque de tomber, hein, parce que je ne veux pas. Hein. Bien. Pas de questions pour l'instant? Non, toujours pas. Bien. Alors, dans les repères, je regarde aussi le temps qui va être imparti, il est déjà 10h05. Alors, la notion de repère, j'avais défini dans un des premiers ouvrages qui s'appelait « Quel repère donner à nos enfants dans un monde déboussolé ?» C'était chez Albin Michel, mais il y a presque 15 ou 20 ans de ça. J'avais défini la notion de repère. On en parlait beaucoup à ce moment-là, et j'ai trouvé intéressant de dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'adolescent ou l'enfant est en perte de repère. C'est quoi les repères ? » Les repères, ce sont l'ensemble des éléments humains, matériels et abstraits qui ont pour but premier de rassurer l'individu, de le structurer, de donner un sens à sa vie, et en même temps qu'il le respecte lui et qu'il respecte les autres. C'est ça un repère. C'est un élément matériel, humain ou abstrait qui est là pour d'abord rassurer, structurer et donner un sens à l'existence de celui qui a ces repères-là autour de lui.
qui sont des repères plus ou moins stables en fonction des circonstances. J'avais défini 7 types de repères. Les repères affectifs, les repères identitaires, les repères d'appartenance, les repères socio-éducatifs au sens d'intégration des règles, les repères hédoniques, les repères culturels et les repères scolaires. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on ne verra que 3 types de repères pour ce qui concerne l'adolescent. On verra les repères affectifs, les repères identitaires et les repères d'appartenance. Ces repères, donc, il va chercher à l'extérieur. On est bien d'accord. Les repères affectifs de l'adolescent. Les repères affectifs, rappelons-le, ce sont les repères qui vont le rassurer. L'adolescent a besoin d'être rassuré même s'il vous envoie promener en tant que parent. Ou même si quelquefois il envoie promener l'aide qu'on lui propose. Hein. Ça, là aussi, c'est quelque chose sur lequel on pourra parler un petit peu, parce que aider l'adolescence, c'est certainement la chose la plus difficile au monde. On peut, moi je sais dans ma pratique, travailler avec des enfants, travailler avec les parents des enfants, travailler avec les adultes, tout va bien. Avec les adolescents, on peut travailler avec eux, mais c'est très compliqué. Hein. Il faut faire venir les adolescents en consultation, il faut tendre la main aux adolescents, ils disent 9 fois sur 10, mais j'ai besoin de rien, vous me cassez les pieds, laissez-moi tranquille. 9 fois sur 10, ils ont raison d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'ils vont bien la plupart du temps. Ce qui ne va pas dans la relation adolescent-parent, c'est le problème de la relation souvent. C'est ça qui est compliqué à gérer. Mais 9 fois sur 10, ils vont bien. Mais le parent, lui, va mal parce qu'il a du mal à décrypter et à comprendre cela. Donc, premier repère affectif de l'adolescent, ça reste le parent. Contrairement à ce qu'il peut penser, les parents disent il n'a plus besoin de moi, maintenant il se débrouille tout seul, c'est un grand, il m'envoie promener, donc il n'a plus besoin de moi. Non. Il faut savoir qu'en tant que repère humain important, le parent reste essentiel. Le parent reste, c'est la base de sécurité, même si vous entreprenez. D'où l'intérêt de trouver on en parlait à travers le petit reportage qui avait été fait tout à l'heure, hein, de trouver des points communs, des points de relation avec son adolescent. On peut appliquer ce que j'appelle à ce moment-là le principe de Lagardère. Le principe de Lagardère, vous connaissez le Bossu, le film de qui ailleurs, il y en a eu deux. Je ne sais plus. En tout cas, le roman de Paul Fléval, en tout cas, ça c'est le Bossu. Et si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Hein, c'est ça. Eh ben, l'adolescent, c'est ça. Dans la plupart du temps, il est dans son truc, dans ses jeux, dans ses vidéos, devant sa télévision, devant ses émissions. Donc, un de ses principes, une de ses attitudes, un de ses symptômes, c'est de s'intéresser à lui uniquement. Donc, il faut quelquefois aller vers lui. C'est ça le principe de Lagardère. Et le principe de Lagardère, il peut s'opérer à travers des choses basiques, comme regarder une émission de télévision, par exemple, qu'ils aiment bien, ils la regardent avec lui. Moi, je sais qu'avec ma fille, j'ai regardé The Voice. C'était pas ma tasse de thé non plus, mais bon, voilà, on a regardé The Voice, mais en tout cas, ça permettait de discuter. On m'a fait regarder Secret Story aussi. Ah oui, c'était pas... Non, mais à la fin, c'était pas mal. Non, c'était pas mal. C'était le principe de Lagardère. Ah, c'est pas toujours évident, mais il faut trouver des trucs comme ça. Hein. Et en tout cas, ces moments-là, c'était des moments de pause, ces moments de rétablir une relation, parce qu'on parle de la même chose, on discute de quelque chose. Ce sont des situations de médiatrices neutres. C'est important pour trouver ce genre de situation. Dans la relation aussi, je pense que le portable peut être intéressant. Alors, on met beaucoup de mots derrière le portable. Et je sais que moi, dans mes consultations, à certains moments, quand certains parents, la discussion entre parents et adolescents devient vraiment très compliquée, qu'il n'y a plus à se parler sans qu'il y ait le phénomène d'angoisse interactive, interférent dont je parlais, je conseille d'utiliser le portable. Envoyez-lui des SMS, expliquez-lui, dites-lui. Le SMS, c'est un médiateur, enfin le portable, c'est un médiateur neutre. Comme ils l'utilisent beaucoup, c'est leur objet favori, leur sorte de tout comme ça, eh bien, envoyez des SMS, expliquez. Parce que là, il va lire le message que vous avez lui communiquer. Si vous avez des choses à dire ou à expliquer, dans la conversation, ça ne se fera pas parce qu'il va vous interrompre tout de suite, vous allez l'interrompre tout de suite, vous n'allez pas vous expliquer. Le SMS, le portable peut être un vecteur de communication non négligeable, il ne faut pas l'oublier. En tant que parent, en tant que professionnel également. Hein, il faut vraiment se servir de lui comme d'un outil qui peut être intéressant dans la communication. Il n'a pas que tous les défauts, le portable. Donc, le parent reste un repère affectif important. Autre repère humain affectif important, c'est souvent le bon copain, la bonne copine. Alors, ce n'est pas le partenaire sexuel, hein. C'est pas tout de suite, on l'a dit. C'est le bon copain, la bonne copine. En général, quand on est adolescent, on a ça. Le garçon a un bon copain, la fille a une bonne copine. Et avec lui, avec elle, on peut partager, on peut discuter, exprimer ses sentiments, ses ressentis. Cette personne-là, justement, comme il ressent les mêmes choses, il dit les mêmes choses que vous, ça permet de se rassurer. Le bon copain et la bonne copine est un repère d'appartenance important. Un repère affectif, je dis d'appartenance. Un repère affectif important.
Repère matériel maintenant de l'adolescent, la chambre de l'adolescent. Voilà, je laisse toujours un petit temps parce que en général là aussi j'attends que les soupirs cessent, les exclamations. Voilà. Donc la chambre de l'adolescent est un repère affectif important. C'est un lieu de transition. C'est typiquement le lieu de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Pour l'adolescent, évidemment, c'est le moment où c'est l'avant-moment où il va partir. Voilà, c'est la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et la chambre de l'adolescence, c'est typiquement ce lieu de transition-là. C'est un lieu qui va le rassurer, parce que ça le rassure, parce qu'il n'est pas dehors, il n'est plus tout à fait dedans. Vous voyez, c'est une sorte de sas pour lui qui va lui permettre de partir. Alors dans ce sas-là, on va retrouver y compris des choses qui peuvent être de l'ordre de son enfance. On peut retrouver le doudou sur une étagère, des choses de son enfance, mais il va aussi importer des choses de l'extérieur, des posters, des musiques, des choses comme ça. Enfin, il est à la fois dedans et dehors. Donc la chambre de l'adolescent est un endroit important. Alors je sais très bien qu'en général, ils balancent des habits comme ça, ils ne les rangent pas. Alors on me dit quelquefois qu'il y a des odeurs aussi. Il y a des odeurs. Peut-être plus chez les garçons que chez les filles? Non, c'est tout le monde. Hein. Oui, d'accord. Donc en tout cas, il y a ce phénomène-là qui fait... Et donc ça peut être une situation de conflit. Ça peut être une situation de conflit. Alors je le dis aussi parce que quelquefois dans la relation avec l'adolescent, il y a suffisamment de situations de conflit possibles pour qu'on ne s'attarde pas sur celle-là. Je dis véritablement, si sa chambre n'est pas bien rangée, tant pis. Je veux dire, on va essayer éventuellement de négocier avec lui, de faire avec lui, de dire avec lui si on peut faire le ménage ou pas, ou s'il peut ranger à un moment donné. Mais en tout cas, il faut que ça se négocie, parce que là, c'est un lieu intime, un lieu de sécurité pour lui, où il importe des choses de l'extérieur, donc on ne va pas rentrer par effraction, en quelque sorte, dans ce qu'il y a chez soi, mais qui est tout de même un peu chez lui. Donc la chambre de l'adolescent est un repère affectif important. Le portable, puisqu'il faut bien parler, quand j'avais parlé de ce bouquin, Quel repère donner à nos enfants dans un monde déboussolé, je vous dis il y a une quinzaine d'années de ça, j'en parlais pas du portable, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là. Ce qui crée le problème du portable, c'est effectivement son immixtion dans la vie de tous les jours depuis une dizaine d'années. Et donc, ce qui crée le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'éducation au portable, pour l'instant d'ailleurs, à telle enseigne que tout le monde se laisse déborder par le dit objet, que ce soit les adolescents ou même les adultes. Donc il faudra quelques années, voire quelques décennies, pour que tout ça rentre dans l'éducation et que ce soit petit à petit intégré. On ne va pas faire tout un discours sur le portable, vous en entendez suffisamment parler, il l'utilise trop, c'est évident. C'est évident. Ce qui est important malgré tout, il faut le savoir, c'est que si l'adolescent est sur son portable trop, c'est vrai, mais si malgré tout, à côté de ça, il a des copains, si à l'école globalement ça se passe bien, s'il y a d'autres symptômes, ce que j'appelle les symptômes positifs, s'il fait du sport, s'il a des activités, enfin, s'il partage des choses encore avec vous, ça ira bien. Ça ne devient un problème, le portable ou les objets numériques, que s'il consacre trop de temps, s'il est trop dessus. J'entends une musique. Je ne sais pas, mais j'entends une musique. Je n'entends pas des voix, mais j'entends une musique. C'est bon, c'est un portable, c'est quelque chose. Bon, très bien. Donc le portable comme objet matériel sécurisant. Un repère abstrait, peut-être affectif, la musique. Alors, il faut savoir que la notion de repère, c'est une approche taxonomique très, très arbitraire, très théorique. Elle est faite comme ça pour structurer un peu la pensée, voir un petit peu où on va. Mais il n'y a pas, voilà, c'est pas cadré comme ça. Il y a des glissements entre les repères. Il y a des repères affectifs qui sont aussi dits, identitaires, d'appartenance, etc. Et vice-versa. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la transversalité. C'est simplement pour avoir une approche un peu structurée, un peu claire, un peu explicite du sujet qui nous concerne. J'entends toujours la musique. C'est les travaux. Ah oui, ils font les travaux en musique, donc. Bien. Les repères. Voilà pour les repères affectifs. Donc, pour les parents, rassurez-vous. Alors, pourquoi les parents restent un repère affectif important ? Pour les raisons d'inconscient que j'évoquais tout à l'heure. Je veux dire, tout ce qui a été dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se vit à la maison, tout ce qui s'est vécu jusque-là sert d'exemple. Tout ce qui continue à se vivre à la maison, c'est pareil, sert d'exemple. À telle enseigne que l'on voit bien, au décours de l'adolescence, quand ils deviennent adultes, il y a beaucoup de choses qui ressortent de l'éducation de base qu'ils ont eue à la maison. Même s'il y a une recherche des repères à l'extérieur et une remise en cause, ça ne veut pas dire qu'il y a un balayage total de ce qui a été vécu et de ce qui est vécu à la maison. Il faut être conscient de ça, parce que quelquefois, quand on est parent, on peut un peu baisser les bras par rapport à ça. Donc ça existe toujours à travers les mots, à travers ce qu'on dit et à travers l'exemple que l'on donne. Les repères identitaires.
Repère identitaire de l'adolescent. Bon, typiquement, c'est la période d'adolescence, c'est typiquement la période où il est à la recherche de son identité. La recherche de son identité. Et il faut savoir que c'est tout à fait normal, et l'adolescence est déstabilisante parce que, bon, il a un corps qui change physiquement, psychiquement, physiologiquement, mais véritablement, il ne sait pas du tout ce que ça va donner. Hein. D'où sa recherche assez perpétuelle du miroir, de son image dans le miroir, de ses images sur Facebook, de Photoshop et autres choses de ce genre-là, où véritablement son image est toujours interrogée. Il interroge toujours son image, son visage. À telle enseigne d'ailleurs que ça peut être à certains moments un petit peu agaçant, parce que vous allez voir le garçon ou la fille qui peut être très attentif à tel détail de coiffure ou tel détail de sa personnalité, au détriment quelquefois d'une hygiène corporelle plus ou moins sommaire, plus ou moins vague. Oui, j'avoue que ça parle aussi, on est dans le concret là, hein, c'est véritablement, c'est du vécu. On est tous passés par là, hein, donc voilà. Donc, et ça c'est très agaçant aussi, mais ça prouve bien à quel point c'est là aussi c'est un des signes de sa déstabilisation. C'est que justement ce petit détail-là la rassure. Moi je me souviens de ma fille qui était en 6e, elle passait des heures à mettre sa mèche en place. Il y avait des nuages de lac dans la maison. On avait du mal un petit peu à s'orienter, mais parce qu'il fallait que c'était là. Maintenant, quand elle revoit des images d'elle, je veux dire vraiment c'était ridicule, mais à ce moment-là, elle y attachait une importance folle. Mais on a tous été comme ça, c'est-à-dire c'est ce détail-là qui comptait par rapport à son identité, l'identité qui était la sienne, qui est fragile, est remise en cause, enfin pour lui semble-t-il, pour elle, si ça n'est pas en place. Donc, d'où qui peut agacer le parent en disant t'es bien, t'es beau comme ça, là, reçois plutôt les dents. Non, c'est pas ça qui compte pour lui, hein, pour elle. Donc, recherche de l'identité importante. Alors, tous les moyens, alors, avec l'ordinateur, le portable, les tablettes et tout ça, effectivement, ça conforte ce problème-là. Alors, il y a le look aussi de l'adolescent. Alors, le look, c'est la façon de s'habiller. Vous regardez aujourd'hui les pieds des adolescents en particulier, ils ont 3 marques de chaussures de sport, en gros, sur tous. Alors, c'est vrai que la question du look était quand même plus marquée, me semble-t-il. Avec le recul qui est le mien, c'était plus marqué dans les années antérieures. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une mode adolescente qui existait. Aujourd'hui, ça a tendance un tout petit peu à se lisser. C'est-à-dire que, bon, ça, il y a toujours quand même des choses auxquelles ils attachent l'importance, des marques, pas forcément des marques ou des habits auxquels ils tiennent, mais c'est certainement un petit peu moins vrai, moins caricatural que ça ne l'était dans les décennies précédentes par rapport à cela. Donc le rapport au corps est un petit peu compliqué. Un des symptômes qu'il exprime, c'est ce que j'appelle le syndrome de la piscine. C'est-à-dire que par rapport à son corps, il est souvent mal à l'aise, ou elle est mal à l'aise, et bien c'est là où il y a le plus de certificats médicaux, hein, pour éviter d'aller à la piscine. Là, parce que ils sont mal à l'aise par rapport à cela. Et donc ils préfèrent ne pas se montrer aux autres. Donc là aussi, il faut voir, il faut discuter avec lui ou avec elle, si ça pose vraiment problème, mais ne pas le forcer si véritablement ça crée un souci. Quand on est parent d'adolescents ou quand on est adulte en confrontation, il faut toujours savoir qu'est-ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Essayer de toujours trouver la bonne distance par rapport à ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Quand je parlais de la chambre de l'adolescent, c'est pas la peine d'en faire un sujet de dispute, me semble-t-il. Je veux dire qu'il faut effectivement fermer la porte, se boucher le nez si vous voulez, mais en tout cas éviter ce genre. Il y a suffisamment de sujets comme ça qui peuvent être compliqués pour qu'on se prenne la tête avec ça. Ce qui caractérise l'adolescent, comme l'enfant d'ailleurs, et ce qui crée souvent conflit entre l'enfant ou le parent et l'adolescent, c'est que l'enfant est toujours dans l'ici et le maintenant. Le hic et nunc du latin, il est toujours dans l'ici et maintenant. L'adolescent le reste beaucoup également, il reste beaucoup dans l'ici et maintenant. D'ailleurs, un des signes proleptiques de l'adolescent, c'est quand il commence à s'intéresser un petit peu au futur, à poser des questions, à s'intéresser à l'autre. Les signes proleptiques, c'est des signes qui annoncent un changement futur, qui s'oppose à la régression, ou se retrouve à quelque chose d'antérieur. Donc, un des signes proleptiques de l'adolescence, c'est effectivement quand vous dites, tiens, il commence à s'intéresser à autre chose qu'à son image, qu'à ses seuls copains, qu'à ceux qu'il vit, un petit peu à la vie de famille, à autre chose que cela, ça annonce la fin de l'adolescence. Donc, vous pouvez souffler un tout petit peu, parce que ça va venir. Donc, voilà. Alors, le problème de l'adolescent, l'enfant, dans l'ici et maintenant, et le parent, lui, est toujours dans l'après. Il est toujours dans l'après, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va donner? La plupart du temps, quand les parents viennent me voir, qu'ils soient parents d'enfants ou d'adolescents, c'est qu'ils se disent, c'est pas tant qu'ils sont inquiets par ce qui se passe actuellement, les relations avec leur enfant, c'est plutôt qu'ils se disent, mais qu'est-ce que ça va donner ultérieurement?
Parce que le parent, lui, est toujours dans l'après. C'est d'ailleurs un peu normal, hein, je veux dire, c'est un peu son rôle de parent d'être dans l'après, pour justement prévoir les choses, prévenir les choses, et mettre en place des mesures qui vont permettre à l'enfant ou l'adolescent de tomber dans tel ou tel piège. Mais c'est ça qui fait que lui, l'enfant, l'adolescent veut profiter dans l'ici et maintenant tout de suite des choses. Le parent lui dit oui, mais attention, voilà, conséquent. Donc voilà, c'est souvent une situation de conflit entre les uns et les autres. Dans les repères identitaires que l'adolescent recherche, alors il y a les repères identitaires qui recherchent à l'extérieur de la famille, des modèles humains qui recherchent à l'extérieur de la famille. Alors avant, c'était papa ou maman, les modèles identitaires, hein, je veux ressembler à papa, je ressemble à maman, et tout ça c'est fini. Hein. Il ne veut plus ressembler à papa ou à maman, il veut ressembler à un acteur, un chanteur, un joueur de foot, éventuellement un professeur de philosophie, hein, souvenez-vous du cercle des poètes disparus. Voilà des modèles identitaires. Souvent les professeurs de philo, quand on est en terminale, ça sert de modèle identitaire. Ça peut être un professeur de sport. C'est un adulte auquel l'adolescent s'identifie, parce que d'une certaine façon, il se dit comme ça plus tard. D'une certaine façon, ça le rassure aussi. Ça lui permet de dire plus tard, je veux être comme ça, j'aimerais être comme ça. Il a une image en quelque sorte de lui idéal qu'il voudrait être plus tard. Donc ça, c'est un modèle identitaire. D'où l'importance de ces modèles identitaires-là. Alors, en tant que parent, on peut être modèle identitaire, mais pas de son enfant, en général, ni de son adolescent. Par contre, on peut l'être du copain ou de la copine, de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il faut avoir conscience de ce rôle-là, parce que ce modèle identitaire peut servir quelquefois de médiateur neutre. C'est-à-dire que dans des situations un peu compliquées, si il y a une relation avec ce modèle identitaire-là, il peut servir de médiateur pour rentrer en communication, dire des choses, rétablir une relation avec son adolescent. Voilà un petit peu quels sont les repères identitaires. Alors les repères qui lui sont propres, sa recherche d'identité qui lui fait seul en quelque sorte, à travers le miroir, selfie et autres Facebook, et également à travers les modèles qu'il peut rencontrer à l'extérieur. Les repères d'appartenance maintenant. Les repères d'appartenance, je regarde l'heure, on est toujours dans les temps. Les repères d'appartenance. Alors on a tous, c'est quoi les repères d'appartenance? On a tous besoin d'appartenir à un groupe, parce que le groupe rassure, le groupe structure. Et au sein de ce groupe, on a sa place. Le premier groupe d'appartenance important, c'est la famille. C'est-à-dire qu'il faut avoir le sentiment avoir un sentiment d'appartenance au sein de sa famille, parce que cette famille rassure, on peut s'appuyer sur les autres membres de la famille, les autres membres de la famille peuvent s'appuyer sur vous. Ça, c'est le premier groupe d'appartenance sain. Alors, il faut distinguer le groupe d'appartenance sain du groupe d'appartenance malsain. Le groupe d'appartenance sain, justement, dans le groupe d'appartenance sain, l'individu, l'enfant ou l'adolescent est respecté, et il respecte les autres. Et le groupe d'appartenance malsain, il se distingue par le fait que le groupe d'appartenance malsain se construit contre les autres. Il se construit contre les autres, c'est-à-dire, je suis content d'appartenir à ce groupe-là, mais contre les autres. C'est typiquement ce qu'on voit à travers les phénomènes de bandes qu'on voit ici et là aujourd'hui. C'est comme ça que les bandes se construisent. Ce sont des groupes d'appartenance, mais malsains. On peut voir ça aussi dans certains mouvements sectaires, dans certains mouvements de dérive comme ça, qui récupèrent des personnes fragiles qui n'ont pas eu de sentiment d'appartenance. Ce qui se passe dans les groupes, dans les bandes que l'on voit actuellement, il y a eu le phénomène de ce que j'appelle le phénomène de double exclusion. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui au départ n'ont pas eu de sentiment d'appartenance chez eux. C'est pas qu'ils étaient abandonnés, hein. Et ils étaient chez eux, dans leur famille, mais il n'y avait pas de sentiment d'appartenance où véritablement chacun dans la famille vit de son côté. Chacun est spectateur, chacun vit en parallèle les uns des autres. Il n'y a pas de personne n'a le sentiment d'avoir sa place chez lui. Ce sont des enfants qui n'avaient pas le sentiment d'avoir leur place chez eux. Et qui plus est souvent, ils s'élevaient entre guillemets dans la rue, parce qu'on s'élève aussi dans la rue, mais d'une façon différente. Donc, pas de sentiment d'appartenance chez eux. Souvent, ce sentiment de non-appartenance se retrouve à l'école aussi, parce qu'ils étaient en difficulté à l'école, donc marginalisation, exclusion aussi par rapport à la réussite scolaire. Donc, sentiment de non-appartenance à l'école, à la société donc, hein, puisque la famille est le premier représentant de la société, l'école est le second. Donc, sentiment de double exclusion. Comme on a besoin d'appartenir à quelque chose, ce sont des proies idéales pour les groupes d'appartenance malsains, les bandes en font partie. Et ces groupes-là, justement, ils ont des territoires, comme une famille a son territoire, et dès qu'on porte atteinte à ce territoire ou à l'une des personnes, effectivement, c'est chacun qui se sent agressé. Dans le groupe d'appartenance malsain type bande, le moi identitaire personnel
est inféodé au moi global. Il y a un moi du groupe, et l'individu fragile trouve sa place dans ce groupe-là. Donc c'est très important. Donc là, le premier sentiment d'appartenance, c'est dans sa famille. Mais il faut savoir ce que ça veut dire au sens psychique du terme. C'est pas parce qu'on est... Voilà. C'est-à-dire que chacun discute, chacun parle, on sait qui fait quoi, on parle des projets, on parle des choses du quotidien, des choses banales, de ce qu'ils font à l'école, des copains, des jeux, etc. Ça, c'est ce qui crée le sentiment d'appartenance au sein de la famille. Donc c'est important qu'ils aient ça. Alors, les adolescents, quelquefois, appartiennent à des groupes sains, c'est-à-dire, là, ils peuvent avoir le groupe de copains aussi qui partagent les mêmes choses qu'eux. Alors, il y a aussi les groupes d'appartenance sains, si vous avez la chance d'avoir un adolescent qui est dans un club sportif. Ça aussi, c'est très bien, parce qu'effectivement, là aussi, il partage avec les autres les mêmes activités, les mêmes loisirs, les mêmes projets. C'est un groupe d'appartenance sain. Je le dis toujours, parce qu'on me pose souvent la question, dans quel sport? Je dis, il n'y a pas de mauvais sport, il n'y a que des sports mal enseignés. Renseignez-vous d'abord sur ce qui enseigne le sport, c'est tout. Il peut faire du foot, de la planche à voile, ce que vous voudrez, n'importe quoi, de la boxe même, mais si l'enseignant est bien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est dans le respect des personnes, des valeurs éventuellement qu'il véhicule, ça se passera bien et ce sera tout à fait constructif. Donc, sentiment d'appartenance important chez l'enfant. Ça peut être également le langage, hein, dans les repères d'appartenance, le langage qui fait partie aussi des repères identitaires. Dans chaque génération d'adolescents a son langage. Hein, qui change, je veux dire, de génération. C'est une sorte de code qu'ils mettent en place entre eux. Par exemple, j'ai appris hier ou avant-hier que le mot thune, vous savez ce que c'est que la thune, hein? Non, ça y est, c'est rentré dans le langage courant. C'est la thune, c'est donc l'argent. Et maintenant, on parle du lové. Je vous le dis, comme ça, je vous tiens au courant de la dernière actualité. Du lové, pas du love, du lové. C'est pour parler de l'argent. Hein, on parle que du fric, du flou, de l'oseille, de machin, voilà, c'est le lever. C'est le dernier terme qu'ils utilisent. Alors, c'est pas le love, hein, ça n'a rien à voir avec l'amour, je crois que ça vient d'une cigane. Bon, mais voilà, c'est amusant parce que chaque fois que petit à petit, il y a des adultes qui l'utilisent, et bien chaque fois que le monde adulte s'empare de quelque chose, ben, il retrouve autre chose pour retrouver des codes qui sont les leurs. Hein, c'est pour ça que c'est assez amusant de trouver ça. Voilà. Alors, l'appartenance également, c'est dans les goûts musicaux partagés. Alors, on parlait de la musique tout à l'heure comme d'un repère affectif, c'est aussi un repère hédonique. Hein, la musique, c'est un repère hédonique, c'est-à-dire que ça apporte du plaisir, c'est un sentiment important. Les goûts partagés, c'est-à-dire qu'ils aiment tous les mêmes types de musique. Bon, il y a le rap, effectivement, qui existe, mais qui ne plaît pas forcément à tous les adolescents, mais malgré tout, de plus en plus. Mais chaque génération a effectivement a son type de musique, son type de chanteur auquel ils ont besoin de se sentir appartenir d'une certaine façon. Voilà un petit peu les différents repères que l'adolescent recherche à l'intérieur. Alors il y a les repères hédoniques liés au plaisir, hein, effectivement, la musique, la danse, tout ça, ça fait partie. Les repères socio-éducatifs, bon, on va quand même les survoler rapidement, c'est-à-dire la recherche des règles et des lois, c'est compliqué. C'est le plus compliqué, certainement, c'est-à-dire que la recherche des repères et des lois, ils ne sont pas tellement ça. Alors, on parle souvent de transgression à propos d'adolescents. Je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est un terme qui me paraît fort. Il ne cherche pas forcément à transgresser, mais il remet en cause un petit peu, il discute un peu tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Quand je dis quand on devient parent d'adolescent, il faut changer de logiciel éducatif. C'est-à-dire que la façon de communiquer, la façon de dire, de transmettre qui existait jusque-là, il faut la changer. Mais il faut savoir aussi que cette remise en cause des repères de la maison, c'est ce qui a permis à l'humanité d'évoluer. Hein. Si on n'avait pas, s'il n'y avait pas l'adolescence, on serait toujours dans les grottes de Néandertal. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est cette remise en cause qui permet chaque fois d'avancer, de remettre un petit peu, de faire évoluer le monde. Donc l'adolescence n'a pas que des inconvénients sur le plan social, elle a une utilité majeure. En dehors du fait que sur le plan individuel, elle permet à l'adolescent de devenir adulte et de pouvoir se gérer tout seul. Voilà donc en gros les différents repères qu'il va chercher à l'extérieur. Simplement, je voudrais dire que donc c'est une période compliquée pour tous les adultes. Alors, dans la relation avec les adolescents, c'est un petit peu votre lot quotidien, et ça va l'être ou ça l'a été et ça le sera. Et ce qui est important de mettre en place, c'est d'abord le climat de confiance.
Hein, je vous l'ai dit, en consultation, les adolescents sont très difficiles à venir. Quand on leur propose de l'aide, ils ne sont pas les premiers à crier bravo. Il faut d'abord, si possible, établir cette relation de confiance. Il faut être très humble. Il faut pas, on a envie d'aider les autres, c'est parfait, tant mieux, tout le monde a envie de faire ça. Mais il faut savoir que cette approche-là demande beaucoup de temps, beaucoup d'humilité, beaucoup de sensibilité, de façon à pouvoir faire en sorte que ça marche. Il ne faut pas négliger l'approche que vous avez de l'enfant ou de l'adolescent, d'ailleurs ça marche dans les deux cas. Il ne faut jamais négliger ça, parce que pour certains enfants ou certains adolescents que vous allez rencontrer, c'est peut-être pour eux la première fois qu'ils vont rencontrer un regard humain, j'allais dire neutre et bienveillant, et qui, à travers leur regard, leurs paroles, qui va leur donner une vraie place dans la société. Parce que certains, malheureusement, c'est pas la faute des parents, les parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont reçu, etc., etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les parents donc font du mieux qu'ils peuvent en fonction de ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Mais pour certains enfants, il faut savoir que la personne, vous qui allez les rencontrer, ça va être la première personne qui va poser sur eux un regard bienveillant, constructif, dynamique, qui va leur dire à travers ce regard-là, cette parole-là, tu as la place parmi nous, quoi. Tu as ton rôle à jouer, tu as une valeur. Ne négligez pas ça. Alors, je le dis et je le répète parce que même en tant que thérapeute, quelquefois on se dit ce que j'ai fait, j'ai l'impression que ça n'a pas marché, ça n'a servi à rien. C'est pas parce qu'il n'y a pas un résultat spectaculaire que ça n'a pas fonctionné. Il faut savoir que ces petites gouttes d'eau que vous donnez au jour le jour, ça compte. Ces petites rencontres, ces mini-rencontres comme ça que vous donnez au jour le jour, elles vont compter dans la construction d'un individu. Elles ne se voient pas toujours, hein. Elles se voient pas toujours, mais dans le ressenti de la personne qui est en face de vous, ça va compter. Donc, climat de confiance, dialogue, autant que faire se peut. Servez-vous du portable, hein, et quelquefois dans la communication, ce que je disais tout à l'heure, les médiateurs neutres, quelquefois ça peut aider à discuter, à véhiculer quelque chose, ça peut fonctionner également. Donc, une situation un petit peu difficile, mais riche parce qu'elle permet à la société d'évoluer. Et je voudrais conclure, parce qu'il va nous rester un tout petit peu de temps pour échanger quand même entre nous, conclure par cette phrase de Woody Allen qui dit on passe la moitié de sa vie à se plaindre de ses parents et l'autre à se plaindre de ses enfants. Voilà, merci. Merci de m'avoir écouté. Alors, question, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette intervention chômée, comme dirait mon ado? Allez-y. Dites sur Aubert. par exemple la chambre, mais à quel moment, à un moment donné, quand même. On vous entend, votre micro ne fonctionne pas en fait. Non, c'est le micro qui ne fonctionne pas, c'est pas vous. Donc, on ne doit pas mettre la pression sur nos ados, notamment la chambre, Oui. par exemple. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on se fixe des règles, sinon c'est la catastrophe. Et sinon, justement, pour moi, l'enfant, l'ado n'a pas ses bases, parce que je pense quand même qu'il doit avoir un canevas à suivre pour bien s'émanciper, bien grandir. Donc, à quel moment, en fait, on va trop loin, à quel moment on peut se dire ah ben là faut que j'y stoppe. C'est ce que j'appelle la règle des 3D. Moi, dans les ouvrages qui s'appelle Cet enfant qui n'écoute jamais, je parle de la règle des 3D, qui est valable pour l'enfant comme pour l'adolescent. C'est sûr qu'il faut des règles et des interdits, hein. Mais c'est pour ça que je dis que la chambre de l'ado, c'est anecdotique. Pour moi, voilà, ça ne le met pas en danger lui, ça ne met pas en danger les autres, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas un problème à mon sens. La règle des 3D, c'est ça, justement. L'enfant ou l'adolescent ne doit pas se mettre en danger lui, hein, c'est le respect de son corps, c'est le premier des interdits, ça doit être dit et redit, expliqué, mis en perspective, tout ce que vous voudrez, mais ça doit être dit et redit. Le deuxième dé, c'est de ne pas mettre de pas mettre en danger les autres à leur bien, hein, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aurais pas qu'on te fasse, c'est Confucius, hein, 500 ans avant Jésus-Christ, hein, c'est pas neuf, mais ça c'était important, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, respecter les autres, ne pas mettre en danger les autres et leur bien. Et ça, quand on dit cette phrase-là d'ailleurs, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, y compris aux enfants,
Ils le comprennent assez, ça. On lui dit, tu vois, voilà, si on te faisait ça, est-ce que tu serais content? Alors, et le troisième D, ça ne doit pas être un despote familial. Ça ne doit pas être un despote familial. C'est-à-dire qu'il a sa place dans la famille, il a des droits, mais des devoirs comme tout le monde. Alors tout ça se met en place, que ce soit avec les enfants et les adolescents. Je sais que quand on est parent, et quand on est parent d'enfants en particulier, on aimerait bien que 4-5 ans, tout ça soit terminé. Qui rentre dans les clous. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se dit, qui se répète, qui tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se fait au jour le jour. On aimerait bien que ça se fasse, voilà, mais c'est pas comme ça. Il faut être très très patient, dire, expliquer, mettre en perspective, dialoguer. Quand on a cette relation de confiance que j'évoquais, ce dialogue que j'évoquais, quand on a la chance de pouvoir établir ça avec son enfant ou son adolescent, c'est tout de suite plus facile. C'est plus facile, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut pas dire que quand on est dans le dialogue et la relation de confiance, l'enfant va dire quand on le frustre, oh merci, c'est gentil de m'avoir frustré, papa. Non, non. Et c'est pas comme ça qu'il vit les choses. Non, il ne sera jamais content, mais je veux dire, voilà, il sait parce qu'il a confiance dans son parent que c'est pas, voilà, qu'on n'est pas là pour l'embêter, que bon, ça l'embête sur le coup, mais que globalement, le parent lui veut du bien. Alors sur le coup, il râlera, il disputera, il pleurera, mais on pourra passer à autre chose. La relation de confiance et le dialogue, ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, mais ça veut dire que quand on sait s'expliquer, quand on peut s'expliquer, on peut dépasser, y compris les conflits qui existent ici et là. Autre chose? Allez-y. Peut-être qu'en vous mettant debout et en parlant fort, ça ne marche pas. Essayez. En vous mettant debout et en parlant fort, peut-être que ça marchera, peut-être non. Essayez. Ah, ça y est, M. Cablan était plus rapide. Merci pour cette présentation. J'aimerais, s'il vous plaît, revenir sur la question de portable, qui, pour moi, est une question un peu délicate. Parce que, étant donné que c'est un énorme fléau, on peut le dire, chez les adolescents, et qui est très souvent responsable de conflits entre les parents et les adolescents, parce que moi j'ai eu à rencontrer des parents qui disent je n'en peux plus de ce portable et qui l'ont cassé plusieurs fois. Donc comment expliquer donc à ce parent qu'il faudrait entrer en communication avec son enfant en utilisant un objet qu'il déteste? Et voilà, est-ce que vous ne pensez pas qu'au contraire, ça accentue justement, ça peut accentuer cette rivalité? Parce que même si elle est faite de façon ponctuelle, si l'enfant passe le temps à communiquer, ou bien le parent communique très souvent avec son enfant au téléphone, qu'est-ce qui empêche justement cet enfant de continuer à communiquer avec d'autres personnes, avec le téléphone, tout le temps, même à table, chose que les parents n'aiment pas? Merci. Non, mais c'est vrai que c'est une source de conflit permanente. Quand vous dites chose qu'il n'aime pas, c'est que le parent n'aime pas le portable. Mais l'adolescent, lui, il aime son portable. Et donc, j'allais dire, il faut s'en servir. Et justement, il faut avoir cette habilité de se servir de cet objet ONI ou AI pour justement, éventuellement, à certains moments, rétablir une communication qui est difficile par le verbe, par la parole. Et quelquefois, vous savez, certainement en tant que maman ou en tant que professionnel, c'est les échanges avec le phénomène d'angoisse interactive interférente, c'est souvent très conflictuel. Hein. La crise, ça veut dire quelque chose. Et le portable, à ce moment-là, sert de médiateur neutre. Alors, je conseille aussi quelquefois, éventuellement, d'écrire. Ça peut être écrit sur du papier ou autre chose, ça peut être un autre moyen de communication. Mais comme c'est l'outil qu'ils utilisent facilement, autant s'en servir dans le bon sens. Et puis, je dis toujours aussi aux parents, montrez le bon exemple, hein, parce que c'est vrai que quelquefois, je vois beaucoup de parents qui sont aussi beaucoup trop sur leur portable. Donc, il faut quelquefois que le parent aussi montre l'exemple. Le problème du portable, il ne se réglera pas dans l'immédiat. On sait qu'il passe trop de temps dessus. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir cette perception globale de l'enfant ou de l'adolescent. S'il y a ça, s'il passe trop de temps, c'est pas terrible, c'est pas bien, c'est tout ce que vous voudrez. Mais si à côté de ça, il y a des relations à l'intérieur de la famille, s'il y a des copains, s'il y a des jeux, s'il y a des activités, s'il y a des activités sportives, s'il y a des symptômes, ce que j'appelle les symptômes positifs, ça va. Ça ne devient préoccupant qu'à partir du moment où l'enfant ou l'adolescent n'est que dans sa chambre, ne communique qu'à travers ça. Alors là, ça pose un vrai problème et là, il faut consulter. Si vous arrivez à l'emmener en consultation. Oui. Oui, vous avez parlé de la mémoire du corps chez les très jeunes enfants. Oui. Mais chez tout le monde, hein. Oui, non, mais ensuite, par rapport à un ado qui a été adopté, oui. Et on n'a pas la possibilité forcément de connaître ses souvenirs, les conflits traumatiques, comment vous accompagnez cet ado?
Ben, j'allais dire, il faut d'abord avec lui. Lui, l'ado va se reconstruire, enfin, c'est comme dans toutes les thérapies, il se construit ou se reconstruit à travers le thérapeute ou la personne qui l'accompagne. Ben, il faut lui apporter cette neutralité bienveillante, ce dialogue, c'est à travers ça, à travers les questions qu'il va poser au fur et à mesure, qu'il va se construire ou se reconstruire. En ne négligeant absolument rien, en disant les choses de la façon la plus neutre possible, la plus simple possible, sans porter de jugement de valeur. C'est ça la notion de neutralité. Même si moi, par rapport à la notion de neutralité, je suis très... on n'est pas neutre, je veux dire, même en thérapie, la neutralité n'existe pas, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous parlez, vous n'êtes pas neutre. Mais il faut avoir, en tout cas, la notion de bienveillance et de respect, ça c'est important. Ça vous pouvez le maîtriser. Mais la neutralité, voilà, elle est très relative. L'enfant ou l'adolescent se construit ou se reconstruit à travers la personne qui lui tend la main, que ce soit le psy, l'assistant social, l'éducateur, toutes les personnes qui veulent bien lui tendre la main. Et par rapport à ça, il n'y a pas de recette miracle, c'est le temps qui travaille pour vous. Effectivement, c'est le fait que, exactement comme avec le petit enfant qui, c'est pas la première fois où il pose une question qu'il a la réponse à la question qu'il se pose, c'est souvent petit à petit, dans le cheminement, qu'il arrive petit à petit à trouver une réponse plus globale et plus satisfaisante. Là, voilà, il n'y a pas... Parce qu'effectivement, la mémoire du corps, par définition, elle ne peut pas être évoquée. Puisque quand, et en particulier, ça se passe avant 6 ans, parce qu'intellectuellement, l'enfant n'a pas les outils pour analyser ou intellectualiser ce qui se passe, mais même là, maintenant, ça fonctionne, votre inconscient. Parce que vos 5 sens fonctionnent. Mais vous ne pouvez pas vous dire, à tel moment, vous ne pouvez pas analyser tout ce qui se passe sur le plan de vos 5 sens à ce moment-là. Et donc, votre inconscient va fonctionner dans le plaisir ou le déplaisir. Ça fonctionne tout le temps. Alors, le tout est de savoir si les blessures que vous avez eues étaient importantes ou pas. On a tous des blessures psychiques. Elles sont plus ou moins graves. C'est quand elles sont graves et qu'elles n'ont pas été cicatrisées parce qu'elles n'ont pas pu être réparées à ce moment-là qu'elles deviennent préoccupantes. Parce que forcément, à partir du moment où on gratte dessus, ça réexplose. Donc, par rapport à cet adolescent qui a été adapté, s'il y a eu des choses, peut-être qu'elles viendront petit à petit. Mais d'emblée, c'est pas possible. Il faut vraiment ce temps de construction ou de reconstruction. D'où l'humilité dont je parlais tout à l'heure. La patience. Écoutez, très bien, je vais vous laisser continuer cet après-midi et vous souhaiter une bonne journée. Au revoir. Merci.